Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va vous emmener on tour au CIAV de Meisenthal à la rencontre des souffleurs de verre qui fabriquent la célèbre boule de Noël. On parlera aussi des chats et plus précisément des chats errants. Une association s'en occupe dans le pays de Bitche. Frédéric Jamet est membre des Bitcher Cats. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. On fera le point tout à l'heure. Vous allez nous dire tout ce qui est mené par cette association. C'est un sujet qui intéresse tout particulièrement nos internautes. Ils ont d'ailleurs beaucoup réagi sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Marie-Morgane en témoignera. Coucou. Salut. Mais pour le moment, on va... Et puis, côté actu, on reviendra aussi sur la visite ministérielle hier à Sarreguemines. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a visité la chocolaterie Questener avant de remettre au maire de la ville les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Pour le moment, on commence cette émission en duplex à Bitche avec Laurie. Bonjour. Coucou Julia. Alors Laurie, il reste 6 semaines avant Noël, mais à Bitche, en fait, on se prépare déjà. Alors oui, les employés de la ville sont en train d'installer de grands rideaux de 21 brins de LED. Ils y sont depuis hier matin. Actuellement, ils rencontrent quelques petites difficultés puisque certaines LED du rideau ne fonctionnent plus. En tout cas, on leur souhaite bien du courage et que le temps soit avec eux, même si ce n'est pas vraiment le cas ce matin. Vous aurez l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'installation des décorations de Noël et tu pourras t'entretenir avec le maire tout à l'heure. Ok, merci Laurie et puis merci à Uranie qui est en train de filmer. On revient vers vous dans quelques instants. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Bruno Le Maire en visite à Sarreguemines. Le ministre de l'économie et des finances s'est rendu à la chocolaterie Questener. Il a découvert le laboratoire de fabrication et a pu échanger longuement avec les pâtissiers chocolatiers. Ils ont exprimé leurs craintes par rapport à la hausse de la TVA. Mais ils ont aussi discuté sur la politique en général, la hausse du prix du carburant ou encore les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour se déplacer. Remise de la médaille de l'Ordre national du mérite à Céleste Lette, le maire de Sarreguemines. Dans la salle du casino Comble, il s'est vu décoré par Bruno Le Maire. C'était l'occasion de revenir sur le parcours de Céleste Lette depuis son entrée en politique en 1989. Une cérémonie émouvante pour celui qui est maire de Sarreguemines depuis 2001. Voiture volée, défaut de permis et état d'ivresse. Un Sarregueminois a multiplié les infractions dimanche. Il a perdu le contrôle du véhicule sur la voie rapide Sarreguemines-Forbach à hauteur de Lixin-les-Roulins. Après s'être enfui vers le village, il a été placé en garde à vue. C'est une 29e mention qui s'ajoute sur son casier judiciaire. Le tribunal de Sarreguemines a tranché. L'automobiliste écope de 2 ans de prison ferme. Une brocante pour l'entretien du centre pastoral Saint-Conrad à Bitche. Bibelots, livres, tissus, jeux, vêtements, meubles ou encore objets religieux, tout y était. Organisé par le conseil de fabrique, la brocante a su attirer quelques curieux. Les bénéfices de cette brocante seront consacrés entre autres à l'entretien du chauffage et de l'électricité du centre pastoral. Une seconde brocante sera organisée le jeudi 6 novembre au centre pastoral. Venir en aide aux chats errants. L'association Bitcher Cats a collecté pâtés, croquettes et litières au Super U de Rohrbach-les-Bitches samedi. Plus de 2 chariots remplis pour la seule matinée. Des dons de clients qui ont également pu acheter des goodies. L'argent et les produits récoltés seront destinés aux familles d'adoption des chats ou à la stérilisation. Bitcher Cats renouvellera l'opération au marché de Noël de Bitche le 1er décembre. L'Aglo booste le très haut débit. Et pour les infos côté météo, on va se tourner vers Marie-Morgane qui va tout vous dire en direct. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et
demain à l'aurore, on sera accompagné de brumes et brouillards denses et persistants. La grisaille va s'effacer petit à petit dans la matinée et l'après-midi, le soleil se montrera généreux. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales de 11 à 13 degrés. Demain, nous fêterons les Sens, mais aussi les Sydney. Alors ce sont des prénoms plutôt rares, mais ce sont des dérivés du prénom Sidonie par exemple. Et le soleil, lui, nous accompagnera de 7h40 à 16h51. L'image du jour nous est envoyée aujourd'hui par Cathy Kratz. Elle a photographié le lever du soleil ce week-end depuis la rue de Roth à Neufgrange. Un grand merci à Cathy et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Vous l'avez vu en tout début d'émission, Beach se prépare aux festivités de Noël. Depuis lundi, les employés du service technique de la ville installent les décorations de Noël dans les rues de Sarreguemines, du Maréchal Foch et du Colonel Tessier. Un travail en hauteur et qui n'est du coup pas des plus évidents. Reportage d'Uranie Tozic et Laurie Couteau. La tête dans les étoiles. Ces employés de la ville de Beach installent les premières lumières, symboles de la magie de Noël. De longs rideaux de petites étoiles qui vont venir embellir les artères principales de la ville. Ces LED sont de petite taille et ne consomment quasiment rien. Toutes nos illuminations sont maintenant à base d'ampoules LED qui sont moins voraces en énergie, en consommation et qui durent plus longtemps. Donc, et ça a été fait depuis 2015. Avant, on était en ampoule à incandescence. On peut dire qu'on gagne en gros 30% d'énergie. En 2017, la consommation était de 2500 kW, soit 270 € d'électricité, en plus de la consommation normale. Côté déco, pas de changement cette année. Elles sont une fois de plus posées dans les artères principales. Mais en plus, on met des arcades, à l'amorce de la rue Jean-Jacques Kieffer, place Bizot, la partie haute de la rue Saint-Augustin. C'est des figures comme un sapin, une étoile filante et ainsi de suite. Hein. Côté investissement, les illuminations pouvaient coûter jusqu'à 10 000 €. Aujourd'hui, le budget est restreint. On est pour 2018, si mes souvenirs sont exacts, on avoisine les 4 000 €. Pour la maintenance, l'entretien, rénovation, parce qu'il y a des ampoules qui claquent, il faut les remplacer. Donc il y a un suivi pratiquement annuel. Hein. Et pour illuminer le cœur des passants, 5 agents municipaux et un agent de la régie d'électricité de Beach ont été mobilisés. Et on est maintenant en liaison avec le maire de Beach, Gérard Imbert. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Alors on vient de le voir, les lumières de Noël sont en cours d'installation dans votre commune. Mais cette année, ce ne sera pas vraiment Noël à Beach. Pourquoi avez-vous décidé d'annuler Noël au château ? Écoutez, on a eu une grosse manifestation récemment, c'était Halloween, qui a drainé plus de 14 000 personnes sur Beach, ce qui est important. Et les décors d'Halloween sont encore en place actuellement. Vous voyez, on est en équipe réduite sur les illuminations. Vous voyez qu'il y a 6 personnes qui travaillent. Il y en a 6 autres qui sont appelés ailleurs. C'est très difficile actuellement de prévoir les 2 manifestations en même temps. Donc, on a démonté le chapiteau, parce que les bâches, elles prennent l'hiver, le gel, la pluie, etc. C'est pas très bon. Et pour le reste, les décors d'Halloween sont toujours en place. Et nous n'aurons pas le temps matériel cette année de les enlever, puisqu'il y a eu le 11 novembre, entre-temps. Comme nous étions ville centenaire, il a fallu décorer la porte de Strasbourg à l'identique. Ce qui a pris du temps au service technique. On l'a montré aussi, les téléspectateurs ont pu le voir, mais pourtant Noël au château, c'est un événement qui attirait lui aussi toujours des milliers de visiteurs. Voilà. Et du coup, vous faites des milliers de déçus. Absolument, mais c'est exceptionnel cette année. L'année prochaine, on reprendra de nouveau le cycle normal. Hein, simplement, matériellement, je n'avais plus assez de monde. Il y a des gens qui sont en congé après Halloween et on n'a pas le temps de tout faire. Donc, il y aura cette année un marché de Noël au marché couvert qui est fait par l'ACAB, l'Association des commerçants de Beach, et la ville de Beach. Nous participerons également à ce marché de Noël qui sera amélioré
pour la circonstance. Donc et dès l'année prochaine, on aura quand même un peu de Noël à Beach. Et du coup, on aura de Noël. À partir de l'année prochaine, on repart sur tous les ans Noël au château ? Absolument. Hein. Les équipes étaient prêtes. Hein. D'ailleurs, cette année, déjà, les comptes, tout ça a été préparé. Mais techniquement, nous n'arrivons pas à assumer la suite des événements. Il va y avoir Saint-Nicolas entre-temps. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut préparer et je n'ai plus assez de monde pour remettre tous les décors de Noël à l'intérieur de la citadelle. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Gérard Imbert d'avoir été en duplex. Et donc pour fêter Noël à Beach, rendez-vous les 15 et 16 décembre au marché couvert qui accueillera son premier marché de Noël. Visite ministérielle maintenant. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, était à Sarreguemines. Il a notamment visité un des fleurons de la ville, la chocolaterie de Franck Questener, maître chocolatier, sacré meilleur ouvrier de France en 2004. Son installation prochaine en centre-ville a été évoquée, ainsi que la question du prix des carburants. En accord avec les autres membres du gouvernement, le ministre a indiqué que pour consommer moins, il faut changer de voiture en optant pour des véhicules moins polluants. Thomas Drouin a profité du passage de Bruno Le Maire à Sarreguemines pour lui poser plusieurs questions. C'était à l'issue de la deuxième étape de la visite du ministre au casino des Faïenceries. Pourquoi être venu en Moselle-Est ? D'abord parce que c'est un département que j'aime beaucoup, que je connais bien. Je suis venu à de nombreuses reprises. Et puis la place d'un ministre de l'économie, c'est sur le terrain, auprès des PME, auprès des salariés, pour voir comment les choses vont et voir ce qui peut être amélioré. Donc je suis allé voir une chocolaterie de Sarreguemines qui est de grande qualité, avec un patron de PME qui est un meilleur ouvrier de France, avec des salariés avec lesquels j'ai discuté, pour m'assurer que la politique du gouvernement donnait bien les résultats que nous souhaitions sur la rémunération du travail. Aujourd'hui, le travail paye mieux. Et depuis le 1er novembre, des millions de salariés français ont dû voir que sur la feuille de paye, le salaire net était plus important parce qu'on avait supprimé des cotisations sociales. J'ai aussi incité le patron de la PME, comme j'incite tous les patrons de PME, à développer des accords d'intéressement avec les salariés. C'est-à-dire que quand la boîte va bien, le salaire du salarié augmente, parce qu'à partir du 1er janvier prochain, donc dans 2 mois, il n'y a plus de taxes sur l'intéressement. Donc quand un patron va verser de l'intéressement dans le cadre d'un accord d'intéressement aux salariés, il n'aura plus les 20% de taxes dessus. Et moi je souhaite que le plus grand nombre de patrons de PME, de chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, même quand ils n'ont que 1 ou 2 salariés, signent un accord d'intéressement. Comme ça, quand la boîte tourne bien, quand elle fait des bénéfices, le premier qui va voir son salaire augmenter, c'est le salarié. Et comment comptez-vous redynamiser les centres-villes comme celui de Sarreguemines ? Alors, il y a toute une politique de redynamisation des centres-villes qui est en cours, qui a été engagée par le Premier ministre. Et moi, je crois beaucoup à cette politique. Je pense que c'est indispensable d'avoir des centres-villes vivants. Et des centres-villes vivants, c'est des centres-villes où il y a des commerçants. Donc il est indispensable de les soutenir, nous l'avons fait avec cette politique. Ça ne peut marcher que si au niveau local les maires s'engagent, et c'est le cas de Céleste Lette ici à Sarreguemines. Et puis on peut très bien avoir une bonne répartition entre l'atelier de production en dehors de la ville et puis une boutique pour commercialiser des produits en centre-ville. Je crois que c'est très important d'avancer dans cette direction-là, en veillant aussi au bon équilibre avec les grandes surfaces et la grande distribution, parce que c'est évident que pendant des années et des années, la seule politique qu'on a eue, c'est de développer massivement les grandes surfaces avec des milliers de mètres carrés à la sortie des villes, et que ça a beaucoup abîmé le commerce de centre-ville. Donc il faut trouver un meilleur équilibre entre la grande distribution et le commerce de centre-ville. Pensez-vous que la relation franco-allemande soit quelque chose de nécessaire ? C'est essentiel la relation franco-allemande, parce que si on veut une Europe qui apporte des résultats concrets à nos concitoyens sur les grandes questions, le développement économique, l'emploi, la protection de nos frontières contre l'immigration illégale, la lutte contre le réchauffement climatique, les bonnes réponses, elles seront au niveau européen. Et moi, depuis des années que je suis engagé en politique, je n'ai jamais rien vu qui avance en Europe sans un accord entre la France et l'Allemagne. Donc c'est absolument décisif. Et cet accord franco-allemand, il se construit aussi par des relations locales, des relations entre les personnes, des relations entre les écoles, des relations entre les étudiants. Et Sarreguemines, de ce point de vue-là, parce que Sarreguemines est tout proche de la Sarre, a un rôle particulier à jouer.
toutes les villes frontalières, toutes les villes qui sont proches de l'Allemagne ont un rôle particulier à jouer pour entretenir, développer cette relation franco-allemande. Donc ça tient très à cœur de Céleste Solette. Pour moi aussi, c'est absolument essentiel. Puis vous parliez d'émotion tout à l'heure. On est au lendemain des cérémonies du 11 novembre de 1918. Nous nous sommes fait la guerre avec les Allemands à de multiples reprises. Ça s'est soldé par des drames humains absolument considérables. Je crois que ça doit nous amener à travailler encore plus ensemble, étroitement, au profit de nos concitoyens. Et beaucoup d'émotions au Casino des Faïenceries hier soir. Céleste Solette y a été décoré chevalier dans l'Ordre national du mérite. Il a reçu ses insignes des mains du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Le compte-rendu de cette soirée, pas comme les autres, est signé Thomas Drouin. Céleste Solette, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Une salle du casino debout pour l'applaudir, voilà qui n'a pas laissé Céleste Solette indifférent lors de la remise des insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite par Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Ministre certes, mais avant tout un ami pour l'ancien député de la circonscription. Et cela se percevait dès l'accueil de Bruno Le Maire lors de sa visite de l'atelier de Franck Castaner quelques heures plus tôt. Au Casino des Faïenceries, tout en respectant le protocole, l'émotion a pris le pas sur le reste. J'ai beaucoup travaillé avec lui à l'Assemblée nationale quand j'étais député et je connais toutes les qualités humaines de Céleste. C'est quelqu'un qui est discret, qui est modeste, qui ne se met pas en avant et je trouve que décorer quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'humilité et beaucoup d'engagement au service de ses concitoyens, c'est une belle décoration, une décoration largement méritée. Donc pour moi, à titre personnel, c'était un moment particulièrement émouvant. Dans son discours, Céleste Solette a dédié cette distinction à tous ceux qui ont initié puis accompagné son parcours. Avouant ne pas être à la recherche des médailles, il a même été surpris de recevoir celle-ci. Elle a été préparée un petit peu dans mon dos, hein, alors que je ne le savais pas, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand le procureur qui a été de la même promotion m'a téléphoné un dimanche matin, d'abord je pensais que c'était, je pensais pas que c'était vrai. Donc aujourd'hui j'en suis honoré. Si une si haute distinction permet de porter un regard sur son parcours et ses actions passées, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur son avenir. Après en avoir tracé un portrait aussi élogieux, il était naturel de demander au ministre de l'économie s'il voyait en Céleste Solette un potentiel futur ministre. Vous savez, la vie politique réserve beaucoup de surprises, des mauvaises et parfois des très belles. Et j'espère que la vie politique réservera de très belles surprises à mon ami Céleste Solette. Céleste Solette, lui, n'envisage rien, ou tout du moins ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet, préférant savourer ce moment unique, une étape dans son existence, quel que soit le contenu de ce qui reste à venir. Ce soir, c'est moi qui vous remercie de votre présence, dans la diversité de vos idées, de vos sensibilités, et aussi dans la richesse de ses convictions et de ses sensibilités. Et ce soir, c'est moi qui vous dis, je vous aime. Tout autre sujet, les utilisateurs de la médiathèque communautaire de Sarreguemines vont bientôt pouvoir découvrir un nouvel hall d'accueil. Depuis le mois de juin, les lecteurs doivent passer par le niveau supérieur pour entrer dans la médiathèque. Mais les travaux sont sur le point de se terminer et Marie-Morgane a pu visiter en avant-première le hall métamorphosé. Adieu à l'escalier monumental qui trônait dans le hall d'accueil de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Adieu au comptoir rectiligne et impersonnel. Les utilisateurs vont très bientôt découvrir un accueil clair, moderne et épuré. Ça n'a plus rien à voir avec l'état du hall tel qu'il était il y a encore quelques mois. Donc notre idée, c'était de faire de ce hall d'accueil un espace plus chaleureux, plus agréable, où les gens ont envie d'entrer, où ils ont envie de s'installer et de passer du temps. Donc je pense qu'on a plutôt bien réussi notre pari. Enfin, mais ce sera le public qui sera juge, qui nous dira si ça plaît. Les utilisateurs se retrouveront facilement dans ce hall. Ils auront toujours 2 entrées pour accéder à la médiathèque, avec cette fois des portes automatiques pour faciliter l'entrée des personnes à mobilité réduite. Ils pourront ensuite se diriger vers la banque d'accueil, plus proche de l'entrée, pour les inscriptions, les réservations et les dépôts de documents.
Nouveauté avec ces travaux, ils disposeront d'un espace cosy. Alors à l'emplacement de l'escalier qui a été détruit, il y aura un espace de convivialité, un coin salon où les gens pourront s'installer pour boire un café en lisant, en feuilletant les journaux. Une attention toute particulière est portée sur les matériaux naturels, notamment le bois, très présent au niveau du mobilier, mais aussi au plafond. Les travaux ont démarré au mois de juin et se termineront dans quelques jours. On est très surpris parce que, j'allais dire, nous avons un excellent rapport qualité-prix parce que c'est un projet sur lequel nous avons été subventionnés à plus de 70%. Donc ça, c'est quand même notable. Le résiduel, il est estimé à peine 70 000 € pour la communauté. Quand vous regardez le résultat, qui a apporté de la clarté, de la convivialité, comme je le disais, de la chaleur, je crois qu'on peut être fier, en saluant d'ailleurs au passage, on les entend travailler, le travail de nos artisans, dont la plupart sont des locaux. Maintenant que le hall d'accueil est modernisé, les réflexions vont se porter sur l'étage supérieur de la médiathèque. Et ce nouveau hall d'accueil sera inauguré samedi après-midi à l'occasion d'un week-end de festivités pour les 11 ans de la médiathèque. A noter que durant le mois de novembre, un an d'abonnement est proposé gratuitement aux nouveaux inscrits, donc profitez-en. Pour beaucoup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La hausse du prix des carburants exaspère de nombreux automobilistes qui sont prêts samedi à prendre leur véhicule, mais pour bloquer la circulation. Alors on est allé à votre rencontre pour savoir si samedi, vous allez faire partie du cortège des Gilets jaunes. Il y a beaucoup d'appels à la mobilisation qui circulent sur les réseaux sociaux pour samedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, ça ne changera rien, de toute façon. Je ne sais pas encore, mais ça me tente. Je pense que c'est une bonne chose, justement. C'est important, c'est très important. Pas grand-chose, hein. Je ne suis pas d'accord du tout. Je suis pour, moi j'en ferai partie. Puis voilà, ouais. Pas le choix, il faut qu'on bouge pour changer, pour que l'État veut bien baisser les taxes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vague d'appels à la mobilisation sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je pense? Ils ne sont pas tout à fait tort. C'est normal hein, qu'on se révolte un peu. C'est déjà décidé par le gouvernement, donc on ne le fera pas changer. Je pense personnellement que ça ne sert à rien. Parce que ça va être contrôlé par la police et tout ça. Et de toute façon, Macron ne va pas revenir dessus. Le gouvernement ne fera rien, donc pour moi c'est inutile de faire ce genre de mobilisation. Ça va gêner plus les gens qui vont bosser qu'autre chose. Pour le pouvoir d'achat, bien sûr, c'est important. Et je pense qu'il faut beaucoup de monde ce jour-là. Nous, on peut réduire un petit peu nos déplacements, on est retraités. Mais pour les jeunes qui ont besoin d'aller au travail, oui, je compatis, oui. Est-ce que vous avez l'habitude de vous mobiliser, de manifester? Pas du tout. Pas régulièrement, non. Mais là c'est quelque chose d'important. Non, pas du tout. Je n'ai pas l'habitude, mais j'y serai quand même. C'est une des premières fois. Est-ce que vous allez y participer samedi à la mobilisation? J'aimerais, mais je ne peux pas. Moi, j'y participe pas et je travaille. Non, au vu de ma fonction, de toute façon, j'y participerai pas. Et là, je suis en vacances, donc pas du tout. Avec ma femme, on va voir ça. On n'a pas encore défini exactement, mais on verra. On est taxé dans tous les sens, et puis si on ne bouge pas tous, il ne se passera rien. On sera encore taxé et encore taxé. Puis voilà. Malheureusement, le gouvernement ne prend pas assez en compte le pouvoir d'achat des gens. Il y a des situations qui ne sont pas très correctes. Par exemple, on ne taxe pas le kérosène comme on devrait le taxer. On taxe surtout les gens. La classe moyenne. Donc ça se passe toujours comme ça, c'est très énervant. Quand on se mobilise pour l'essence chère, on ne se mobilise pas en voiture, hein. On se mobilise à pied. Ou bien on ne se mobilise pas du tout, on va nulle part. On ne va pas prendre d'essence, on ne va rien faire du tout. Être immobile au lieu d'être mobile, ça c'est mon avis. Et rendez-vous samedi matin sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Nous serons présents sur le territoire pour vous montrer l'ampleur des rassemblements et vous montrer l'état de la circulation. On se retrouve dans un instant pour un focus sur l'association Beacher Cats et on prendra ensuite la direction de Meisenthal pour notre magazine On Tour consacré au Centre international d'art verrier. A tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité.
touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pourquoi hésiter avant d'opter pour le ménage de confort? Les avantages sont nombreux. Vous gagnez en qualité de vie, en temps et vous avez plaisir à entrer dans une maison propre. Faites confiance aux professionnels d'AVS Service et confiez-leur tâches ménagères et repassage. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12 h sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, on va parler des chats et plus particulièrement des chats errants avec notre invité. C'est aussi un thème qui a inspiré notre question du jour. L'association Beacher Cats s'occupe de la protection des chats errants. Est-ce qu'il y en a près de chez vous? Est-ce qu'ils vous embêtent ou au contraire, en avez-vous déjà recueilli? Partagez-nous votre avis dans les commentaires. Marie-Morgane, est-ce que nos internautes ont déjà recueilli des chats errants? Oui, alors la majorité des réponses qu'on a reçues, ce sont justement des témoignages d'internautes qui ont recueilli des chats chez eux. Alors souvent, ça commence avec un chat qui vient traîner dans le jardin ou sur la terrasse. Sophie nous a répondu « Mon premier chat était un chat errant. Comme il squattait ma maison et se laissait approcher, j'avais recueilli celui-ci plutôt que d'aller en chercher un bébé. » René nous a écrit « 4 chats et 3 chiens à la maison, nous aimons les animaux. Les 4 chats ont été recueillis. La matriarche, lorsqu'elle était encore chaton, trouvé dans un bosquet près de l'école que fréquentait ma fille, le second dans notre compostier, un troisième auprès d'une connaissance qu'il avait trouvée et un quatrième en sauvetage également auprès d'une connaissance. Alors on peut voir toute la tribu en photo, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Aurélia nous a envoyé aussi une photo en nous écrivant « Nous avons recueilli une chatte errante il y a 3 ans, elle n'avait que 6 mois d'après le veto et elle avait faim. Depuis, c'est un membre à part entière de notre famille. » On a aussi une photo du chat de Perrin qui aime bien apparemment se reposer dans le nichoir à oiseaux. Il nous a écrit « Il avait 5 semaines, j'ai donné le biberon, je l'ai sauvé, il ne nous quitte plus, c'est un amour. » Alors certains internautes sont quand même un petit peu embêtés au contraire par les chats errants. Janine nous a écrit « Oui, il y a plein de chats errants, ils aiment faire leurs besoins dans le jardin des voisins. C'est vraiment agréable quand vous en avez plein les mains quand vous y travaillez, surtout au printemps. Alors ok, recueillez-les, nourrissez-les, mais de grâce, gardez-les chez vous. » Alors c'est loin d'être l'avis de tout le monde. Même si certains internautes n'ont pas la possibilité de les adopter, ils s'en occupent de temps en temps et c'est ce que fait Marilyn. Je nourris 3 chats et ils squattent devant chez moi. J'ai mis une niche et un panier où ils dorment. Leur maître habite juste en face, mais il s'en fout. La plupart du temps, il les laisse dehors. Et puis certains internautes passent par des associations, donc comme les Beacher Cats, pour recueillir des chats. Kinette nous a écrit « Nous avons recueilli Gandalf il y a 3 ans via l'école du chat de Valmont, qui grâce aux bénévoles sauve des chats errants.
N'oublions pas l'importance de les identifier et stériliser, on trouve tellement de chatons rejetés. Et donc, effectivement, beaucoup de commentaires, ça les a fait réagir. Frédéric Jamais, vous, forcément, ça vous laisse pas indifférente d'entendre des commentaires comme ça. Alors, l'association Beacher Cats, elle a été créée en juillet 2017, donc à peine un peu plus d'un an. Vous en êtes membre depuis exactement un an. Quelles sont un petit peu les actions qui sont menées par l'association Beacher Cats ? Alors, les actions commencent tout d'abord par un signalement en général d'un particulier, d'une situation où des chats errants se sont regroupés. Et dans ces cas-là, nous essayons d'intervenir dans les meilleurs délais possibles pour faire un trapage. Et essayer donc d'attraper ces chats errants, de les faire stériliser, identifier, pour ensuite pouvoir les relâcher dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est le travail de base des Beacher Cats. Le travail principal. Voilà. Alors, on va parler des autres actions qui sont menées, mais je vous propose justement qu'on montre d'abord le trapage. Et donc, on va vous proposer un retour en image sur la dernière opération en date. C'était dimanche à Montbronne. L'association Beacher Cats a posé des cages pour capturer les chats errants, sauvages ou abandonnés. Le but est de les stériliser, puis de leur trouver évidemment une famille d'accueil. Reportage de Valentin Guinel. Chat errant, signalé à Montbronne. Beacher Cats pose ses pièges. Donc c'est avec un système de bascule. Quand le chat rentrera dedans, la cage va du coup se fermer. Voilà. Et pour les attirer, on va utiliser du thon, tout simplement. L'opération est reconduite tous les 2 mois environ dans les communes qui dénombrent des chats errants. Les habitants sont souvent les premiers à les repérer. Oh, ils viennent de là-haut, elles se baladent, le petit chat noir, il se balade là dans l'allée. Après, il y en a encore un autre, il y a 2 chats noirs. Ils sollicitent ensuite l'association. Travailler en accord avec les riverains est également primordial pour accéder à leur terrain et pouvoir poser les trappes. En plus d'1 an, Beacher Cats a ainsi capturé environ 200 chats. Le but, les stériliser, les relâcher et ainsi réguler une reproduction incontrôlée. Pourtant, la trentaine de bénévoles ne trouvent pas que des chats nés dans la nature. Si les chats sont sociables et qu'ils sont dehors dans de piteux états, on sait très bien qu'ils ont appartenu à une famille avant. Pour cela, et tous les chats errants qui sont suffisamment sociables, l'association enclenche un processus pour lui trouver une famille d'accueil. Cette dernière sera gratuitement approvisionnée en croquettes, pâtés ou litières récoltées dans les supermarchés. Ce jour-là, ce matou errant noir rejoindra peut-être une famille d'adoption, comme 40 chats qui en ont trouvé avant lui. Et le chiffre évolue tous les jours, mais en moyenne, vous avez plus ou moins entre 40 et 50 chats à proposer à l'adoption. Quelles sont les étapes entre le moment où vous capturez un chat et le moment où une famille va l'adopter ? Donc, lorsque le chat capturé paraît sociable ou a des prédispositions à la sociabilisation, l'association se donne comme objectif de le rendre effectivement sociable comme un chat de famille devrait l'être. Et lorsqu'il est prêt à l'adoption, nous le proposons à l'adoption, sachant qu'entre-temps, il a été vacciné, stérilisé et tatoué ou pucé en fonction de son âge. Voilà. Alors tout ça coûte des sous, ça demande du monde. Et puis il faut la nourriture, la litière. Alors là, vous êtes venu avec plein d'objets. En fait, tous les moyens sont bons pour récolter des fonds. Tout à fait. Donc effectivement, nous utilisons nos collectes dans des supermarchés pour proposer quelques objets à la vente, des objets réalisés par nos bénévoles. Voilà, particulièrement mignons. Nous participons également à des marchés de Noël ou des ventes type marché aux puces l'été pour en fait avoir une visibilité auprès du public et nous permettre de récolter des fonds. Alors ça, c'est le coup de main que tout un chacun, vite fait, en passant, peut faire facilement. Autre point crucial, mais peut-être plus compliqué à trouver, c'est qu'il y a besoin évidemment de gens prêts à adopter des chats et avant ça de familles d'accueil. C'est ça. Parce qu'en fait, l'association actuellement ne dispose pas de refuge, donc pas de local où accueillir tous nos chats trappés. Donc on compte beaucoup sur les familles d'accueil. J'en suis. Et, sur certaines périodes de l'année, pas tout le temps. L'année dernière, j'ai accueilli 40 chats.
Voilà. En fait, le refuge, il est chez vous, quoi. Non, parce que je ne suis pas la seule. Il y a environ 7 familles d'accueil qui sont actives actuellement. Et il faut savoir que c'est un travail assez prenant, puisqu'il faut vraiment en prendre soin, être vigilant, être à l'affût du moindre signe de maladie ou de signe de stress. Et il faut les rendre sociables, donc pour pouvoir intégrer des familles, éventuellement avec des enfants ou un chien. Donc tout il faut ça, avoir le temps de passer du il faut temps passer avec beaucoup eux. de temps avec eux et effectivement les amener à devenir des animaux tout à fait sociables et gentils, câlins, joueurs. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, au passage, si quelqu'un pouvait vous mettre à disposition un local, ça serait top, du coup. Ça serait effectivement l'idéal, parce que pour l'instant, en fait, que ce soit notre matériel, les chats, tout est réparti dans les familles d'accueil, chez les membres de l'association. L'association grandissant, nos actions se multipliant, il nous faut impérativement un local. Et en plus, là, pendant les périodes d'hiver, on a des chats à mettre à l'abri à tout prix. Et sans local, c'est très très compliqué. Donc on met en place des abris extérieurs, mais ça suffit pas. Certains ont besoin de soins, ont besoin d'être suivis pendant plusieurs semaines, pour des soins parfois très importants. Voire même certains, dernièrement on a eu un chat, il a fallu l'amputer, donc effectivement derrière en post-opératoire il y a beaucoup de soins à faire et une surveillance, donc sans local c'est très compliqué. Donc, le message là aussi est lancé. Donc pour tous les renseignements, prise de contact, devenir famille d'accueil, donner un coup de main, connaître aussi les prochaines dates de collecte, rendez-vous sur la page Facebook des Beacher Cats. Dernière question, parce que vous œuvrez dans tout le pays de Beach. Du coup, je me pose la question, est-ce que vous arrivez à être soutenu par les élus, par exemple? Alors actuellement, nous avons 3 communes qui nous soutiennent, avec lesquelles on a réussi à mettre en place un vrai partenariat. Malheureusement, il existe une réglementation qui est issue du code rural, c'est l'article L211-24 qui oblige les communes à avoir soit une fourrière, soit une convention active avec une fourrière proche. Malheureusement, le constat est que très peu de maires non seulement signent une convention, mais si elle est signée, ils ne l'activent pas. Parce qu'effectivement, ça engendre des frais, mais il faut savoir que plus le temps passe et plus il y aura de chats à prendre en charge. En 4 ans, on passe de 2 individus à 20 000. Oui, parce que vous, au moins, quand vous les prenez en charge, vous les stérilisez. Donc, La stérilisation est d'office. Ok, donc il y a encore du boulot. Oui. Bon courage pour la suite et puis merci d'avoir témoigné dans cette émission. Merci. On donne aussi la parole aux enfants et Marie-Morgane, le mardi, ce sont les jeunes qui prennent l'antenne sur Mosaïque Cristal. Oui, et aujourd'hui pour notre rubrique C'est mon kiff, on va découvrir les images de Diane. Elle adore les mangas, mais elle adore aussi faire du cosplay, alors c'est-à-dire se déguiser en un personnage illimité. Regardez. Salut tout le monde, je m'appelle Diane, je vais bientôt avoir 16 ans et je suis fan de manga depuis environ 5 ans. J'aime tout genre de manga, il y a les shoujo, les mangas d'amour, il y a les shonen, les mangas de combat, et les seinen, les mangas gore. Bon, j'avoue que c'est ceux-là que je préfère d'ailleurs. J'ai commencé le cosplay cette année et j'aime beaucoup aller en convention pour rencontrer des personnes qui partagent la même passion que moi. Alors regardez mes vidéos, sayonara! Et si tu es âgé de 6 à 20 ans et que tu veux, comme Diane, participer à notre rubrique C'est mon kiff, c'est simple, tu as juste besoin d'un smartphone pour te filmer et parler d'une activité ou d'un lieu que tu aimes. Ensuite, tu filmes quelques images du sujet et tu peux nous envoyer tout ça via WhatsApp au 06 81 82 40 33 ou par mail. Merci Marie-Morgane et merci à vous encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci. On vous laisse maintenant en compagnie de Flora pour une nouvelle escapade on tour. Cette semaine, elle vous fait découvrir le CIAV sous toutes ses facettes. Très bonne journée à tous, à demain.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes on tour au cœur du Centre international d'art verrier de Meisenthal. Nous parlerons de ce lieu et bien évidemment des fameuses boules de Noël. Et si le CIAV fait l'actualité à l'approche des fêtes, vous verrez que l'activité, elle, dure toute l'année. Mais avant ça, retour sur l'histoire de ce lieu. On ne peut pas parler du Centre international d'art verrier de Meisenthal sans évoquer l'ensemble du site verrier. La verrerie de Meisenthal naît en 1704. Au plus fort de son activité, l'usine employait 650 personnes. Entre 1867 et 1894, la verrerie sert de laboratoire à Émile Gallet, chef de file de l'école de Nancy. En 1969, la verrerie ferme ses portes. 1 hectare de bâtiments sont laissés à l'abandon et l'outil de travail est démantelé, les moules démontés et un savoir-faire de 250 ans perdu. En 1992, dans l'ancien atelier de taille de la verrerie, on rallume un premier four de fusion. Le CIAV a pour mission de préserver la mémoire technique du verre. Il permet la transmission du savoir-faire d'anciens verriers et constitue une collection de moules récupérés sur d'anciens sites verriers disparus. Le travail artisanal du verre, avec une dimension contemporaine, c'est ça, le renouveau de la tradition verrière qui opère ici depuis 25 ans. Aujourd'hui, le CIAV, c'est aussi une marque, Meisenthal France, avec l'édition d'objets comme les boules de Noël, mais pas seulement. Lieu de création propice à l'échange, l'imagination, l'innovation, on n'est pas à l'abri de voir passer dans cet atelier un autre Émile Gallet. Yann Grinenberger, vous êtes directeur du CIAV. Comment démarre votre aventure personnelle avec ce matériau, le verre? Moi, j'ai eu la chance d'arriver au pays de Bitche quand j'avais 7 ans. Mes parents sont installés à Götzenbrück en 79. C'est vrai déjà qu'en tant que gamin, je traversais le village pour aller à l'école. Je passais à côté de la verrerie de Götzenbrück, les anciennes halles. Et puis effectivement, dans ma première vie professionnelle, dans le milieu associatif, culturel, j'ai eu l'occasion de collaborer avec le CIAV à l'époque, à la fin des années 90. On a fait aussi un raid en 2 chevaux à travers toute l'Europe et des jeunes pour découvrir plein de sites verriers. Donc là, j'ai vraiment pris la mesure de ce qu'était cette tradition et j'y suis resté rattaché depuis. Et donc depuis 2001, vous êtes directeur. Quel regard vous portez sur l'évolution du Centre international d'art verrier depuis tout ce temps? Au début, il est né donc en 92. C'était un peu une utopie, l'utopie de sauvegarder le savoir-faire et pourquoi pas de continuer à le perpétuer. On a développé beaucoup d'actions, des expositions à l'international, des résidences d'artistes, de designers, un travail avec les enfants, un travail de médiation et aussi tout un travail sur une ligne éditoriale d'objets qui est vendue principalement sur place toute l'année, dont évidemment les boules de Noël dont on ne fait plus la publicité. Donc l'atelier tourne tout au long de l'année? Voilà, tout au long de l'année, de janvier à décembre, 17 salariés en tout, une équipe de 8 verriers permanents. Donc c'est un atelier qui a plusieurs saisonnalités mais qui est en activité tous les jours. Oui. On poursuit la visite? Avec plaisir. Donc là, on se trouve dans un endroit qui est assez incroyable. C'est en fait le stock de boules de Noël. Il y en a combien à peu près ici? C'est plus que le stock, c'est la salle des trésors. Là. Oui. Là, il y a à peu près 12 000 boules contemporaines. C'est le fruit de plusieurs mois de travail, puisque évidemment, on n'attend pas que Noël soit à la porte pour commencer à produire des boules. Tout au long de l'année, on a une hygiène de production. Et là, c'est un peu ce qu'on a déjà en stock pour attaquer la saison de Noël. Alors là, on se trouve dans la cave où en fait il y a toutes les boules contemporaines, mais il y en a une deuxième. Exact. Avec toutes les boules traditionnelles. Et là, il y en a à peu près combien? Environ pareil, 12 000. Donc on a à peu près 25 000 boules là en stock. Et puis le challenge maintenant, c'est surtout attaquer la production de la dernière année, puisqu'on profite de toute l'année pour essayer de réaliser toutes les collections antérieures. Et maintenant, Arty, la dernière année, va sortir des fours. Quoi. Et est-ce que ce stock, enfin ces 2 stocks, suffiront pour les commandes ou les demandes de fin d'année là? Bah non, comme d'habitude.
Alors, je dis ça avec un petit sourire, c'est-à-dire que les boules de Noël de Meisenthal restent un objet de désir, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solde à faire en fin d'année puisqu'on vend 100% de la production. D'accord. Donc, vaut mieux cultiver la rareté, le fait que ce produit qu'on ne produit qu'ici, en fond de vallée à Meisenthal, soit rare, se mérite, plutôt que de produire de manière industrielle et puis d'inonder les marchés. Ça reste quelque chose de Bien sûr, c'est une façon de travailler. Précieux, quoi. Et alors, ça veut dire qu'à un moment donné, au mois de décembre, vous produisez quoi, la veille pour le lendemain? Comment vous organisez? À la fin de saison, on est quasiment en flux tendu, c'est-à-dire que voilà, on ne produit que la dernière année, et puis les 300-400 qui sortent par jour, ils sont dispatchés sur les différents points de vente ou à Meisenthal. Et je vous prends comme témoin, on revient ici dans un mois et demi, il n'y a plus rien, on pourrait faire une petite fête ensemble, il n'y a plus rien à casser. Parce que c'est vrai qu'elle soit à la fois contemporaine ou traditionnelle, dans tous les cas, chaque année, c'est un très beau succès pour les boules de Noël de Meisenthal. Retour sur ces incroyables objets d'art. Chaque année depuis 20 ans, à Meisenthal, on attend fébrile la présentation de la nouvelle boule de Noël. Lorsqu'en 1998, d'anciens verriers transmettent leur savoir-faire à une nouvelle génération de verriers, personne n'imaginait alors que Noël rimerait désormais avec Meisenthal. C'est à Goetzenbrück que les premières boules de Noël ont été créées à partir de 1858. La fabrication s'arrête en 1964, faisant tomber ainsi presque dans l'oubli une histoire et un savoir-faire que le CIAV a sauvé de l'extinction. Une ligne éditoriale boule de Noël est née. On a d'abord commencé à rééditer les modèles traditionnels et chaque année, une boule contemporaine est imaginée par un designer ou un artiste invité à revisiter la tradition. On compte aujourd'hui 27 modèles différents, collections traditionnelles et contemporaines confondues. Le succès de ces chefs-d'œuvre de verre était inespéré pour le CIAV. Aujourd'hui, plus de 45 000 boules de Noël sont vendues chaque saison. Un Noël à Meisenthal est devenu incontournable pour toute une région. Alors vous, Sébastien Maurer, vous êtes verrier ici à Meisenthal. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Donc je travaille depuis 2001 au centre d'art verrier. J'ai commencé en tant qu'animateur. J'étais pas du tout verrier, je suis tombé ici par hasard et je suis devenu amoureux du métier. Et donc je suis souffleur de verre depuis 2003-2004 à peu près. D'accord, mais alors pour devenir verrier, il faut quoi? Il faut une formation spécifique? Alors moi j'ai appris sur le tas, mais il y a une formation spécifique. Il y a un CAP souffleur de verre qui est dispensé à une école à Sarrebourg et il y en a une autre à Moulins dans l'Allier. Et après il y a l'usine, enfin il y a le fait de travailler tout simplement. Et c'est quoi la qualité principale d'un bon verrier? La qualité principale, c'est, je dirais, être à l'écoute de la matière, parce que c'est une matière spécifique, c'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui, c'est liquide, c'est comme du miel, il faut pouvoir la maîtriser. Après, en fonction des travaux qu'on fait, il faut être à l'écoute des artistes, des designers avec qui on travaille. Ah oui, il faut savoir s'adapter. Voilà, il faut savoir s'adapter en fonction de ce qu'on va faire comme production. Voilà. Et alors concrètement, comment on fabrique une boule de Noël? Alors, pour fabriquer une boule de Noël, c'est assez simple, ce que je vais dire. Il faut avoir un four avec du verre. Donc on a le four principal avec le verre dedans. Pour aller chercher ce verre, on va utiliser une canne à souffler. On va chercher la quantité de verre nécessaire et ensuite on va souffler. En fonction des objets, des boules de Noël qu'on va faire, donc que ce soit traditionnelle ou contemporaine, on va utiliser un moule ou pas. Donc toutes les boules contemporaines, les dernières nouveautés, on utilise un moule. Elles ont un moule spécifique. Voilà, elles ont un moule spécifique. Et alors est-ce que je pourrais tenter de faire ma propre boule de Noël? Bien sûr. On peut essayer ça? On peut essayer ça, il n'y a pas de problème. Je réchauffe seulement pour qu'il reprenne la température, pour que je puisse le travailler. Voilà. Installe-toi. Vas-y, souffle. Ah, tu peux souffler fort. Vas-y, fort, fort.
Et quand tu peux plus, tu reprends ta respiration et tu recommences. Vas-y, plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, stop. Encore une fois. C'est bon. Très bien. Elle est belle, hein? Elle est belle. Donc là, moi, à l'instant, je viens de souffler une boule avec la canne, mais c'est aussi possible de souffler dans un moule. C'est ça. Tu as soufflé une boule traditionnelle, comme on les soufflait dans le temps. Mais maintenant, pour les boules de Noël contemporaines, on utilise des moules en métal. Donc comme là, on a le moule de la boule 2018 du centre d'Arverier. Donc c'est Arty, la boule en forme d'artichaut. Donc on a tous les motifs à l'intérieur. Voilà, il y a le décor avec le système d'ouverture pour ce moule. Effectivement. Et alors, un moule, c'est indispensable dans la conception d'une boule de Noël contemporaine. C'est ça. Sans le moule, on ne peut rien faire. On ne pourra pas produire de boule. Et alors, combien de moules il y a ici Alors, on a récupéré dans les différentes verreries et cristalleries du secteur qui ont fermé. On a récupéré plus de 1500 moules et on a créé comme ça une moulothèque. Ah oui, donc c'est un vrai trésor qu'il faut conserver. C'est un trésor. C'est des pièces uniques. C'est des pièces uniques et d'anciennes pièces surtout. Ah oui, effectivement. Et bien, on a pu justement pénétrer dans cette moulothèque. Regardez. Un trésor pour les générations futures. Voici les plus de 1200 moules que détient le Centre international d'Arverier, des moules historiques venant d'autres verreries et cristalleries de la région, aujourd'hui fermées, comme celle de Lemberg. 1200 moules et pas un seul de l'ancienne manufacture de Meisenthal. Les quelques 700 moules en bois qui s'ajoutent à cette collection ne sont pas entreposés ici, leur conservation nécessite une attention toute particulière. Ces moules sont des inspirations constantes pour les designers et stagiaires qui viennent ponctuellement travailler au CIAV. À l'heure actuelle, le CIAV répertorie et scanne chacun de ces moules pour créer une base de données accessible aux artistes dans le cadre de projets de réinterprétation. Avant d'être déplacés dans cette remise, les moules occupaient ce bâtiment. L'ancienne moulothèque étant vouée à être détruite au cours de l'important chantier sur le site verrier, le CIAV a voulu l'animer une dernière fois lors de la soirée de présentation de la dernière née des boules de Noël avec un concert. Voilà, vous avez pu découvrir ce lieu et le savoir-faire des verriers. Impossible de ne pas passer à la boutique. Alors moi personnellement, j'ai complètement craqué sur la nouvelle boule de Noël. Alors je crois que je vais prendre peut-être celle-ci. Voilà. Et puis peut-être la rouge. La rouge, elle est sympa aussi. Et puis la jaune. En fait, le plus dur, c'est de choisir. Hein. Bon, bah, je vais rester là, je vais choisir et puis à la semaine prochaine.